Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. On se retrouve une fois de plus entre femmes pour débattre des sujets d'actualité. Pour en parler, je ne suis pas seule. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie, bonsoir à nos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur la belle télévision. Alors, le thème retenu pour ce numéro de Entre elles, rentrée des classes et défis. Quels sont donc les différents défis auxquels sont confrontés les enseignants, les parents d'élèves et même les élèves eux-mêmes en cette période de rentrée des classes? Voilà donc le thème qui va focaliser notre attention tout au long de cette émission. Alors, nous allons commencer par Madame Essa, qui est dans le milieu scolaire. On va parler déjà de cette rentrée des classes 2019-2020. Madame Essa, déjà, il y a plusieurs défis. Quels sont ces défis-là? Est-ce qu'on peut les énumérer comme ça? Merci Mireille, et merci Nathalie, et merci à Richie. Alors la rentrée scolaire, effectivement, elle est d'actualité, elle est effective avec la rentrée administrative, effectivement, qui a eu lieu le 16 septembre, comme l'avait annoncé la tutelle. Et là, nous sommes dans la rentrée, on va dire des classes, mais avec toujours le début des inscriptions, les réinscriptions pour les anciens élèves dans les établissements et les inscriptions. Là, c'est dans le contexte Gabon. Oui, ça c'est un contexte gabonais, mais un peu, on l'observe aussi un peu en Afrique. Ouais. Il y a quelques jours, j'étais à Dakar, c'est le même vent de rentrée scolaire. Quand on regarde l'actualité au Cameroun et dans bien d'autres pays, donc on est vraiment au cœur de la rentrée scolaire, on va dire en Afrique subsaharienne. Maintenant, en ce qui concerne les défis auxquels ils sont confrontés, on ne peut que les contextualiser au niveau de notre pays. C'est déjà le stress, comme disent certains parents, c'est la rentrée en colère. Oui. Donc, il faut effectivement se doter des moyens pour pouvoir payer cette rentrée scolaire en termes de fourniture scolaire, sans oublier les réinscriptions, parce qu'il y a quand même un coût que les parents doivent débourser à l'établissement pour on va dire quoi, la carte scolaire, pour l'APE, selon les établissements. C'est pas tant figé. Donc il y a ça, il y a ces inscriptions-là, et puis il y a d'autres accessoires après qu'il faut fournir, soit à l'élève de manière personnelle, soit à l'établissement. Donc ça, il ne faut pas se le cacher. Beaucoup de parents aussi voient ça comme un réel défi. Comme un réel défi, mais souvent on se pose la question de savoir pourquoi une rentrée scolaire semble encore être un poids pour les ménages, dans la mesure où on sait tous qu'en allant en vacances, l'école va reprendre. Donc je pense qu'il y a aussi ce problème-là par rapport aux familles, parce qu'en réalité, une rentrée scolaire devrait être comme un projet qu'on accomplit simplement au moment venu. Oui. Voilà. Madame Essa l'a dit, Richie Corée, vous êtes journaliste, vous également, vous êtes responsable de famille, vous devez avoir des enfants. Et c'est la rentrée des classes. Mireille, est-ce que nous devons attendre la période de rentrée pour être surprise, comme le disait déjà Madame Essa? Et c'est pendant la période de rentrée des classes, on dit que c'est la reprise de cours, c'est en ce moment-là que les parents s'activent pour l'achat de fournitures et les formalités liées à cette rentrée. Les défis, il y en a dans le cadre de la rentrée des classes, pour prendre le cadre de l'année 2019-2020. Et à côté des défis, il y a des réalités socio-économiques du moment. Et ça peut bien expliquer la pression, le stress de certains parents. Cela dit, pour répondre à la question, lorsqu'on est organisé, elle l'a d'ailleurs dit, c'est un genre de projet, c'est comme prévoir de construire une maison, d'acheter une voiture, d'aller en voyage. Il faut bien prévoir l'année scolaire à venir. Pendant même qu'on est en train de souffler en période de vacances, on n'a plus le stress pour l'achat des goûters, pour le transport, on devrait pouvoir faire des petites économies pour parer au plus pressé. Par exemple, il y a des parents assez organisés qui lors des vacances, ou la période des vacances, en profitent pour acheter qui des sacs scolaires, qui des chaussures, qui des éléments pour que, à la période en temps le jour J, donc, on ne se sente pas vraiment pressé, acculé par le poids de dépenses au point qu'on en fasse des cauchemars.
Mireille, cette rentrée des classes? Oui, je dirais, c'est vrai que la rentrée des classes, c'est une nouvelle année, les élèves entament une nouvelle année, mais c'est également aussi la reprise sur le plan économique de certaines activités. C'est vrai, lorsqu'on parle d'achat de fournitures scolaires, de trousseaux scolaires, on voit, comme le disait Madame Messa, le contexte de chaque pays, bien sûr, le contexte économique de chaque pays. Et puis, je pense que la rentrée scolaire, au-delà des élèves eux-mêmes qui doivent relever des défis, des parents aussi, il y a également aussi l'État, il y a le ministère en charge de ce domaine. Parce que lorsque, par exemple, en parlant du Gabon, lorsqu'on parle des prix des manuels scolaires la direction générale de la consommation et de la concurrence justement a mené une opération sur l'ensemble du territoire pour justement que ces prix soient homologués. Donc ça veut dire que c'est pour alléger quelque part les parents. Donc en fait je pense que les trois acteurs dans cette rentrée scolaire, il y a le ministère, enfin il y a l'État, il y a les parents des élèves et puis bon, on va dire les élèves eux-mêmes, même s'ils sont les élèves eux-mêmes, les élèves eux-mêmes, ce sont des défis à relever à chaque niveau pour l'État, pour les parents que nous sommes et pour les élèves. Et je voulais rajouter un autre défi également. Pour certaines familles, c'est l'inscription. Oui. Je l'ai souligné tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement des élèves exclus des établissements durant l'année scolaire précédente. Là, voilà encore un autre défi, une autre charge, un autre moyen de stress pour les familles, c'est de pouvoir trouver la place à son enfant qui a été exclu durant l'année scolaire ou qu'ils ont constaté l'exclusion. Il ne faut pas qu'on se le montre, il y a des parents qui découvrent l'exclusion, on va même dire à cette rentrée, parce qu'ils n'ont pas certainement suivi, ou bien l'élève a caché le bulletin, etc. Donc il y a aussi ce défi de où est-ce que l'enfant va apprendre pendant cette rentrée des classes. Et là, c'est le parcours vraiment du combattant. Parce que la rentrée scolaire aussi pour les parents, c'est vraiment, même pour les élèves, c'est le parcours du combattant vraiment. Voilà. Et c'est parfois ce qui gonfle leur facture aussi. Parce qu'après, c'est quoi? Ils veulent négocier une place quelque part, peut-être c'est moyennant quelque chose, ou devoir mettre l'enfant dans un établissement privé qui est payant. Donc, voilà comment, de manière indirecte aussi, les parents se prennent des charges qui ne sont pas forcément sur un chronogramme, comme on parlait de rentrée, on sait que ce sont les fournitures, mais un élève qui n'a pas, je pense qu'on va aborder, qui a été indiscipliné. Effectivement. Vous voyez comment ça va être une charge de plus pour sa famille. Justement, à propos de la charge Mireille, Richie et Madame Issa, à propos de cette charge, vous parlez d'enfants exclus, des élèves exclus et qui représentent une charge pour les familles. Mais on sait que l'État, notamment le contexte gabonais, il y a une allocation, il y a des allocations familiales, des allocations de rentrée des classes en Afrique subsaharienne pour soutenir ces familles en difficulté, pour soutenir les parents parfois qui n'ont pas assez de moyens, parce qu'on sait que la période de la rentrée, c'est une période de stress pour les parents. Alors, cette manne financière devrait pouvoir aider les parents à alléger la différente souffrance pendant cette période. La manne financière, je suis d'accord. Et il faut bien qu'elle existe. Dans certaines régions, on l'a dit, ça existe. Les allocations de rentrée scolaire, etc. Il y en a même qui vont plus loin en prenant des crédits. Moi, je pense que dans le cadre des défis, il y a d'abord la prise de conscience de l'enfant lui-même. Parce qu'on aura beau avoir, pour revenir sur la question du stress lié au fait qu'il faut trouver rapidement une place à un enfant exclu, il y a d'abord la question relative à la prise de conscience personnelle. On aura tous les millions du monde, on aura toutes les allocations du monde, l'État aura tout beau faire, les parents également. Si l'intéressé, qu'est l'étudiant, l'apprenant, donc l'élève, n'est pas conscient de ce qui doit être concentré, plus sérieux et rigoureux avec lui-même pour ce qui est de son circuit scolaire, ça ne réglera pas le problème. Ça, c'est un fait. Ça ne réglera pas le problème. Il serait plus harmonieux qu'il y ait cet accompagnement financier de la part de l'État, c'est vrai, mais qu'il y ait cet accompagnement des parents dans un suivi permanent et rigoureux, et qu'il y ait la prise de conscience de l'apprenant lui-même en se disant « il faut que je fasse vite, des avantages me sont offerts », ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'ailleurs, et il faut que j'en profite, et ce n'est que le meilleur en fait. C'est en principe idéal.
Oui, on va fustiger le fait qu'il y en a qui n'en ont pas en termes d'accompagnement au niveau de l'État. On est d'accord, on va encourager ceux-là qui donnent, mais il faut que chaque maillon de cette chaîne de l'éducation prenne conscience de sa responsabilité à un moment donné. Moi, je voudrais confirmer pour dire qu'effectivement, il y a l'aide de l'État et les allocations qui sont versées pour moi qui suis fonctionnaire chaque mois de septembre. Ça va dès l'âge scolaire, on va dire de 3 ans à 16 ans. Ouais. Ça, déjà, il faut qu'on le sache. Dès que l'année où l'enfant va prendre ses 16 ans, l'État va couper cette allocation. Et le montant de cette allocation? Là, le montant, c'est entre 60 et 63 000 par enfant. Mais c'est au-delà de 55 000 francs. Ouais. Et si l'enfant, voilà un jeune élève qui apprend régulièrement, qui a eu son entrée en 6e, on va dire au lycée Léon Mba, il va apprendre de la 6e en terminale. Normalement, ces 60 000 devraient pouvoir aider. Ouais. Ça existe. Une fois l'enfant a 16 ans, effectivement, c'est coupé. Mais l'État gabonais accompagne les ménages. Et puis, il faut dire qu'il y a une période donnée qui est donnée aux parents pour pouvoir renouveler les documents de la NAMGS, d'allocation justement scolaire. Mais il s'avère que peut-être n'ayant pas l'information, peut-être ne se soit pas pris à temps, certains parents se voient cette allocation ne pas être versée au mois de septembre. Mais en réalité, quand on a bien suivi le dossier, si l'enfant n'a pas 16 ans, il n'y a pas de problème à ce niveau. Je rejoins l'idée de Richie tout à l'heure qui parlait, et je interpelle beaucoup de parents pour dire qu'il ne faut pas se précipiter là maintenant à trouver une place à un élève surtout qui a été exclu. Ouais. Il faut d'abord au préalable discuter avec l'enfant. Parce que c'est bien beau, les parents, je le dis souvent aux parents, ce n'est pas tout que de chercher une place à l'enfant. Est-ce que vous avez discuté avec l'enfant? Faire un bilan de l'année, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi il a été exclu? Est-ce qu'il veut réellement continuer dans ce cycle général ou il veut aller dans un cycle professionnel ou dans l'enseignement technique? Parce que c'est la folie des places. Mais est-ce que le concerné lui-même veut réellement, il se retrouve les cours? Donc il y a cette prise de conscience qu'il va falloir faire avec nous depuis qu'on a commencé, depuis lundi. Il y a des élèves qui viennent, non, je vais aller au lycée technique, mais c'est bien. C'est un choix qui vient de l'enfant. Moi, je ne peux plus continuer au lycée technique. Je vais maintenant aller dans l'enseignement professionnel. Moi, je dis à certains parents, c'est déjà louable que l'intéressé s'affirme. De telle sorte que, puisque c'est l'enfant en fait qui fournit les moyens de réussite. Donc, lui imposer un établissement ou un choix de vie ne fera qu'être des échecs dans le temps. Ouais. Donc, les parents aussi devraient discuter. Ils doivent apprendre aujourd'hui à dialoguer avec les Mais c'est vraiment dommage parce que beaucoup dans leur tête, ah ben tiens, mon fils a 17 ans, il faut l'inscrire dans tel ou tel établissement. Mais est-ce que l'élève de 17 ans qui a sa pleine conscience, a donné son point de vue? Mais justement, je pense aussi que les parents eux-mêmes devraient être accompagnés pour pouvoir... oui, c'est pourquoi je profite déjà de cette tribune. Voilà, ceux qui viennent aussi, on les encadre pour dire, attention, il vous a dit ça, mais il faut tenir compte. Oui. Vous voyez un peu? Parce que peut-être il sent qu'il n'a pas les moyens de continuer les aptitudes dans l'enseignement général. Oui. Donc il faut vraiment que les parents aient le réflexe là à la rentrée de vraiment discuter. Parce que ça peut être, on a des élèves, sur 7 ans, ils ont fait 6-7 établissements. Et les exclusions peuvent être un message qu'ils renvoient à la communauté. Ça veut dire que l'enfant rejette, il n'accepte pas. Surtout la formation en fait. Oui. Parce qu'il y en a dans l'enseignement général, ils ne s'en sortent pas. Au-delà des vices que nous allons voir tout à l'heure, oui, tout à fait. De la délinquance, de l'adolescence et du sérieux dans ses études, mais il y a également l'inadaptation. Oui. Oui. Il y a l'inadaptation que nous ne devons pas perdre. Et nous sommes dans un système francophone que je déplore beaucoup. Ça veut dire quoi, l'enfant, il s'en sort pas? L'inadaptation, c'est... On a un enfant qu'on dit, tu es allé en 6e dans l'enseignement général, il faut que tu ailles jusqu'au bas dans l'enseignement général. Tu dois aller jusqu'au bas. Mais on ne s'arrête pas pour dire, ben, pourquoi il redouble
qu'est-ce qu'il faut trouver comme palliatif? Parce que c'est le système francophone qui le veut. C'est le diplôme et non l'expérience. Le système anglophone encourage beaucoup l'individu d'abord, avant le diplôme. Et c'est cette quête du diplôme même qui va amener d'autres vices, les achats, les notes, etc. Parce qu'il me faut impérativement mon diplôme. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont mes aspirations? Quel est mon rêve? Est-ce que si je dis à papa ou maman, je vais aller faire couturière, comment les parents vont percevoir? C'est justement là où je voulais aborder en fait. Dans les défis au niveau des parents, l'idéal en réalité c'est d'observer nos enfants depuis leur bas âge, pas à la rentrée des classes en fait. Parce que même dans leur façon de jouer, dans ce qu'ils ont comme passion, dans ce qu'ils ont comme conversation, on a cette capacité de déceler déjà les passions des uns et des autres. Et à partir de ces passions-là, on sent que l'esprit est beaucoup plus ouvert, il y a une disponibilité à approfondir. Vous allez voir qu'il y a des enfants, quand on offre des jouets, ils cassent parce qu'ils veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est déjà une forme de curiosité qui nous permet d'orienter notre enfant dans un secteur bien défini en termes d'éducation. C'est vrai qu'il faut un b.a.-ba, il faut un circuit normal, mais je pense qu'il faut prendre la peine de s'arrêter, un temps soit peu, observer son enfant, se dire bien, je remarque qu'il aime bien dépecer, disséquer, je remarque bien qu'il aime écrire, je remarque bien qu'il aime ci, ça, et en parler avec lui. D'accord? Je trouve que tu aimes bien tout ce qui est outils informatiques. Est-ce que tu as envie d'accéder dans ce secteur d'activité? On échange et là il dit oui, j'ai envie. Et là, on se rend compte que l'enfant va beaucoup plus vite et beaucoup plus apte. Mais par contre, il y a des parents à l'inverse qui veulent imposer certaines de leurs passions ratées à leurs enfants. Je veux un médecin, tu dois être médecin. Je veux un infirmier, tu dois être, etc. Donc là, on peut carrément les donner. On va imposer un choix à l'enfant. Oui, mais ça dépend aussi donc ça veut dire qu'il y a des parents socio-professionnels des parents. Ça dépend aussi. Dans certaines familles, par exemple, on ne devrait pas pouvoir imposer. Je suis désolée. Ce qui est sûr, c'est que dans certaines familles défavorisées, les parents voudront forcément que l'enfant aille un peu plus études, qu'il aille beaucoup plus loin que... C'est dans certaines activités, par exemple, de formation... C'est une erreur et c'est une grossière erreur. C'est ce qui fait l'erreur, en fait. C'est ce qui fait que quand l'enfant va d'échec en échec, le problème, ce n'est pas la réussite scolaire. Déjà, la scolarité, pour ma part, c'est un élément de la colonisation. Moi, je me dis, il faut une réussite d'abord sociale de l'individu. On dit souvent qu'il n'y a pas de saut de métier, il n'y a que des sauts de jambes. Bien sûr. Quand l'enfant réussit, le rêve du parent devrait être, quand je ne serai plus, est-ce que mon enfant est capable de se prendre en charge honnêtement dans la société? Parce que celui qui arrange les chaussures, il n'est pas tant raté que celui qui a les diplômes, et même parfois qui n'a pas du travail. Si vous allez aujourd'hui à la gare routière, on va dire à Montbois, ben vous verrez des bacheliers vendre la friperie, parce qu'ils ont le bac, c'est vrai, on les a poussés, mais ils se disent la société m'impose de louer ma chambre, par exemple, puisqu'on revient au plan économique. Tout ne passe pas par l'argent. L'enfant qui arrive à Libreville, qui a eu le bac à l'intérieur du pays, doit par exemple se prendre une chambre. Si la bourse ne suit pas, il y a des péripéties, qu'est-ce qu'il fait? Il vend, il n'est pas tant un raté parce qu'il va vendre, ou bien il fait du business, pourvu que ça soit honnête. Après, moi, je suis bien d'accord qu'un parent rêve, parce que la Bible nous le dit aussi, un enfant qui ne fait pas plus que son père, malheur à lui. Malheur à cet enfant, mais il y a le fait que, est-ce que faire plus que papa, c'est aller forcément dans son sens et au-delà de ce qu'il a fait? Est-ce que moi, peut-être, en étant... Par exemple, je pense qu'on va aborder la question de l'enseignant Peter Tabichi tout à l'heure, au Kenya. Est-ce que moi, dans mon originalité, être une institutrice, mais avec mon originalité, je ne réussis pas dans ma vie? Alors, est-ce que cela ne rejoint pas un peu notre préoccupation sur la réorientation? Parce qu'on parlait tout à l'heure, tu as parlé des petits métiers de cordonnerie, coiffure, cuisine et tout le reste. Mais pour que les enfants s'intéressent à ces petits métiers, il faudrait déjà qu'on ait des structures, qu'on ait des centres de formation qui forment dans ces domaines-là et qu'on habitue aujourd'hui les enfants à embrasser ces autres métiers-là qu'on n'apprend pas forcément dans le circuit normal. Dans l'enseignement général, on n'apprend pas la professionnalisation. Bon, maintenant, dans le contexte Gabon, c'est aujourd'hui que l'État a compris parce qu'il y a ce projet-là de réorientation des élèves. Il y a l'ouverture de près de 10 centres de formation pour réorienter les enfants depuis la classe de 3e. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons des structures, Madame Essa? C'est vrai que les structures sur le plan numérique sont vraiment limitées. Mais il faut dire que l'État, par la politique
par certaines politiques, notamment la suppression du concours d'entrée dans les lycées techniques et professionnels, je pense que c'est déjà un pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi je suis au service d'orientation, à un moment donné de l'année scolaire, nous prenons les dossiers des élèves. Nous prenons les dossiers des élèves, c'est vraiment un apport, cette réorientation. Un élève de 3e, de 5e, même de seconde, qui veut sortir de l'enseignement général, il n'aura plus à passer le concours. Il lui suffira juste de formuler un dossier. Évidemment, on exige que les moyennes soient à l'image d'un passage normal dans l'enseignement général. Tout à fait. Donc 9 fort, 10, etc. pour qu'il soit directement admis. À ce niveau, il n'y a plus de problème. Aller au lycée technique, il suffit de faire son dossier. Maintenant, sur le plan numérique des centres, pour diversifier aussi les métiers, il faut effectivement qu'il y ait plus de centres. Mais il y a déjà une volonté qui est là. On a des centres qui sont là. On a les lycées techniques dans toutes les provinces. On a les collèges techniques. On a l'école, mais c'est dommage parce qu'on n'a qu'une seule école de commerce. Si on pouvait en avoir encore une autre, même à Libreville ou bien à France. Dans chaque capitale provinciale. Ou même dans chaque... Ça va beaucoup aider parce que l'école de commerce, c'est la professionnalisation. On n'est plus là pour le bac, le BPC. On est là pour prendre un diplôme qui nous permet d'aller travailler dans le monde. Mais justement, lorsqu'on parle du monde du travail, lorsqu'on parle de l'employabilité, il faut bien voir la réorientation dans l'éducation, que ce soit au primaire ou au secondaire, doit être fait justement par rapport à cela. Il n'y a pas un plus gros problème que nous avons dans le système éducatif que celui de l'orientation. Oui, parce qu'on a l'impression que tout le monde fait l'orientation. Tout à fait, parce que si on oriente, on a des parents, c'est-à-dire que si on oriente des élèves, parce qu'il y a des centres de formation, après, il faut qu'une fois leur diplôme en poche, ils puissent pouvoir trouver de l'emploi. Facilement de l'emploi. Et justement, il faut voir de loin. Parce qu'il faut bien sûr que que ce soit au Gabon, dans un autre pays, qu'on puisse avoir justement un besoin accru de ces métiers-là. Si on réoriente la moitié des jeunes dans les petits métiers, dans la coiffure, dans la menuiserie, et que ce domaine est saturé, on va toujours retrouver dans quelques années des chômeurs. Moi, je parlais de la chaîne. C'est toute une chaîne et chacun devrait pouvoir être un maillon de cette chaîne. Donc, il y a l'apprenant lui-même, il y a les parents, il y a l'instituteur ou l'éducateur, il y a le ministère en charge de l'éducation, il y a les gouvernants de manière générale. Alors, on doit pouvoir répondre à un certain besoin. D'accord? On devrait pouvoir former en fonction d'un besoin. Ça veut dire, on a besoin par exemple de structures sanitaires, on a 15, d'accord? Et ces 15 ont besoin par exemple de 200 personnels de santé. Allons mettre l'accent dessus, formons 200 personnels de santé habilités à répondre à la forte demande. D'accord? Il faut en fait, pour ma part, je dis que chacun devrait pouvoir faire sa part, en ce sens que l'État observe, bon, on a des structures sanitaires, il manque de médecins, il manque de ceci. Vous voyez ceux-là qui veulent faire dans la médecine. Est-ce qu'il y a des secteurs déjà de plus bas âge, on peut orienter, etc. Comment on peut les coopter, approfondir la formation, les suivre pour systématiquement les envoyer sur le marché de l'emploi. Alors qu'en inverse, ce qu'on observe, c'est on veut faire quelque chose, on a la volonté de le faire, on suit une formation, on a des diplômes, on est là, on attend parce qu'il n'y a pas de place. Parce que malheureusement, n'appartenons pas, je n'ai pas envie d'entrer dans certaines pesanteurs, mais c'est un gros souci. Donc il faut pouvoir tout revoir depuis les origines, mais en allant toucher le sommet. Je pense que par rapport à ce qu'elle dit, les besoins sont là. Le Gabon est un pays en voie de développement qui a encore plusieurs opportunités. Voilà. Moi, je pense que le problème, c'est surtout au niveau de la masse salariale. Le problème se pose comment on peut payer si dans 2, 3, 4 ans, tel nombre d'ingénieurs sortent, tel nombre de techniciens sortent. De médecins. Le problème, il est vraiment au niveau économique. Voilà. Le besoin est là. On a besoin des enseignants. On a besoin des enseignants, que ce soit à l'université ou au secondaire ou à l'école primaire. Si je prends juste le cadre de l'éducation, on en a besoin. Mais pourquoi on ne peut pas lancer un concours où on va recruter 300? Parce que ça sous-entend poste budgétaire. Qui dit poste budgétaire dit salaire. Donc, c'est un problème, je pense, économique. Créer des entreprises pourrait nous aider. Des entreprises à caractère de production, de vente. Pourquoi pas l'export-import? Pour que le Gabon aussi puisse développer son économie. C'est la rentabilité du pays qui fait qu'on n'est pas des entrées, mais beaucoup plus de
sortis. Parce qu'une rentrée scolaire comme ça, c'est de l'argent qui sont sortis pour les allocations de rentrée scolaire. Comment on fait pour gagner cet argent quand il n'y a pas la rentabilité, quand il n'y a pas d'entrée? C'est un véritable problème. Et puis, je ne voudrais pas qu'on concentre le débat sur la réorientation. Nous devons aussi comprendre qu'un élève qu'on envoie en 6e, on attend de lui qu'il arrive jusqu'au master ou au doctorat. Ouais. C'est cet effort aussi que nos élèves doivent avoir. C'est pourquoi je n'aime pas trop voir les parents chaque année qui cherchent les places. Parce que je me dis, un élève qui a déjà eu son entrée en 6e dans un établissement, il devrait terminer, tout faire, comme disait Richie, pour que ses années scolaires puissent l'amener à son objectif. Voilà, on va revenir sur le contexte Gabon tout à l'heure, mais on va faire un tour dans un autre pays d'Afrique centrale. Là-bas également, il y a des défis. Et là-bas, les autorités ont pris certaines mesures pour pallier aux différents vices en période scolaire. Et nous allons regarder cet élément sur la rentrée des classes au Cameroun et les nouvelles mesures. Une innovation pour la rentrée des classes 2019-2020. Au Cameroun, les autorités du ministère en charge de l'éducation de base ont décidé de redorer l'image du système éducatif de ce pays du centre de l'Afrique. Plus question d'accepter ou d'admettre en classe des élèves accros aux stupéfiants. Il n'est plus question de garder les yeux fermés sur le phénomène de consommation des stupéfiants dans les enceintes des établissements scolaires. Cet engagement est motivé par les différentes situations qui ont meublé l'année scolaire passée et auxquelles de nombreux responsables des établissements ont été confrontés. Des mesures qui sont désormais appliquées et applicables sur l'étendue du territoire national. La décision de zéro tolérance intervient suite aux multiples dégâts enregistrés au cours de l'année scolaire 2018-2019 dont le bilan fait état des crises nombreuses pour les élèves à la suite de la consommation des drogues telles que le banga, le tramadol et d'autres stupéfiants. Afin de mieux lutter contre ces maux à l'origine du taux élevé d'échecs scolaires, de délinquance et du grand banditisme, de maladies mentales auprès de la jeunesse, les autorités camerounaises ont décidé de durcir le ton et prendre le taureau par les cornes, en mettant en garde tout élève indélicat. Le 2 septembre 2019, c'était le jour de rentrée scolaire au Cameroun. Samuel Dieudonné Iva Dibois, le gouverneur de la province du littoral, en visite au lycée de Daïdo, a fait savoir aux élèves que celui qui sera trouvé en train de consommer une drogue sera exclu. Et le mis en cause perdra la possibilité de pouvoir fréquenter dans un établissement de sa région. Fin de citation. Il s'agit des différentes mesures prises par les autorités de l'éducation au Cameroun pour lutter contre la délinquance, pour lutter contre les drogues en milieu scolaire. Vous êtes ici des parents d'élèves, vous êtes également des éducateurs spécialisés. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Pour ma part, je trouve que c'est une mesure assez rude. Si on veut punir un enfant, est-ce que l'idéal pour les autorités, c'est de l'exclure du système éducatif? Pour ma part, je dirais c'est vrai que la drogue fait des ravages en milieu scolaire et il faut dire que cette utilisation de drogue, l'usage des drogues en milieu scolaire constitue une insécurité grandissante dans ces milieux scolaires, mais l'exclusion définitive n'est pas la solution parce que ces jeunes, ces enfants qui sont définitivement exclus, que deviendront-ils? Voilà. On milite pour l'éducation. C'est vraiment... Militer pour l'éducation, c'est un tout, Mireille. J'ai envie de renchérir, si vous me permettez. Oui. Militer pour l'éducation, c'est un tout. D'accord? On a disons dans une classe 10 élèves. S'il y a un qui semble être nuisible, autant l'écarter pour que les 9 autres soient encore... oui, mais quand on l'écarte, c'est pour qu'ils deviennent quoi? Je vais en venir. Qu'ils deviennent quoi? Je dis ceci. Il y a ce qu'on appelle la récidive. Vous voyez? Il y en a qui ont goûté une fois, qui ont continué, qui, dans leur élan de délire, voudraient partager ça avec les autres. C'est justement ce qu'il faut éviter, que ça se répande au sein de l'établissement.
Moi, par exemple, je suis d'accord avec ce gouverneur de cette région du Cameroun. Si tu as un mal, on t'écarte pour que le blé soit différencié de l'ivraie. Parce que, attention, les enfants sont tellement sensibles, les enfants sont tellement vulnérables à un moment donné qu'ils peuvent facilement se laisser emporter, facilement se laisser mener par le bout du nez en ce qui concerne donc leur entourage média, c'est-à-dire leurs condisciples de classe. Moi, j'aurais accepté, Richie, j'aurais accepté que le gouverneur et les autorités de l'éducation, Mireille, Madame Essa, j'aurais accepté qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Lorsque ces enfants-là sont exclus du système éducatif, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que ce n'est pas des futurs bandits? Est-ce que ce n'est pas des futurs délinquants pour le pays, pour la société? Mais il est déjà délinquant, puisqu'il vient avec des stupéfiants à l'école. C'est un délinquant. Est-ce qu'on ne peut pas le récupérer? Est-ce qu'on ne peut pas le récupérer? Il a déjà avec lui des drogues. Oui, madame Essa. Je voudrais dire que je travaille dans ce milieu-là. 5 ans. D'accord. L'exclusion n'est pas une solution pour la société et même pour l'école. Je veux bien épouser l'idée de Nathalie tout à l'heure. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est l'élève exclu en réalité qui vient braquer dans un premier temps. Effectivement. Parce que quand un élève est exclu d'un établissement, il a sa chemise, il a son pantalon, il a la possibilité même d'aller acheter, même si on le lui arrache, et de revenir braquer. Je pense que le problème de l'exclusion est la solution la plus facile que nous puissions prendre. C'est l'encadrement et le suivi d'un individu. Parce que n'oublions pas qu'un élève est un individu. Et un individu, ça, on doit l'écouter, ça se comprend. Qu'est-ce qui l'amène à ça? Tout à l'heure, Richie disait que l'élève qui vend les stupéfiants est déjà d'office. On dit, mais non. Il y a des élèves victimes qui vendent les stupéfiants parce qu'ils sont justement harcelés et brimés d'autres élèves et même des adultes. C'est-à-dire, vous avez un élève de 5e qui va vous vendre, qui peut vendre des stupéfiants, mais ça ne veut pas dire que lui, en fait, il les consomme, ou encore que c'est lui qui initie. Il peut être un élève qui est harcelé. Le harcèlement, ce n'est pas tant le raquetage, on va lui arracher son pain. Le harcèlement, c'est au niveau de dire, tu dois m'écouler ça avant 15 heures. Intimidation. Et quand on l'arrête... Est-ce qu'il va rencontrer celui qui le somme de liquider avant 15 heures? Où est-ce qu'il le rencontre en fait? Dans l'établissement. C'est un conditionnel. Même si on exclut celui qui sait que je peux bien épouser ton idée de dire on doit exclure dans le sens de l'enlever, de l'humilier, mais on ne l'a pas totalement enlevé parce que c'est ce même élève qui a des contacts. Je pense que moi par contre, l'élément c'est pas ce qui m'a intéressé, mais c'est au portail en fait, la machine qu'ils utilisent. C'est par contre ce qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit waouh, parce que ça peut aider les surveillants à aller très vite pour le contrôle et tout. Ça m'a beaucoup intéressé et je loue vraiment cette initiative. Mais en termes d'exclusion, il faut des mesures d'accompagnement. J'ai regardé il y a 2 ou 3 ans un documentaire en Belgique où on prenait les élèves exclus, dont les récalcitrants, les adolescents. Les enfants qui ont décroché. Hein. Parce que quand on l'exclut, il va où? Il va dans la rue. C'est lui qui te braque le sac parce qu'il n'est pas à l'heure là, quelque part. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des centres de redressement. Dans ces centres, il y avait toutes les spécialités. On avait les policiers, les juristes, les psychologues, les enseignants, les services sociaux. L'enfant devait passer un temps là-bas et il est évalué sur son caractère. Sa place est gardée au lycée, mais il est évalué sur son caractère. Il y a des parents qui pleuraient parce qu'ils avaient vu le traitement qui était infligé à l'enfant dans ces centres. C'est un exemple. Mais l'exclusion, ma soeur, l'exclusion dans un établissement, c'est le bandit qu'on est en train de former qui viendra. Même nous, on est en danger parce que quand tu as un conseil de discipline et que tu te prononces, ou bien celui qui va lire le procès verbal se prononce, je vous assure que c'est tous les membres du conseil qui ne sont pas à l'abri. Bien sûr, les enfants ne sont pas au-dessus de la loi et des autorités, mais il y a quand même des mesures d'accompagnement parce qu'un élève exclu est un délinquant qu'on jette dans la rue.
Et qu'est-ce qui peut devenir pire. Devient pire. Mais moi, j'ai envie de m'interroger. Oui. Un élève qui consomme des stupéfiants, un élève qui en vend, parce qu'on ne veut pas en faire un délinquant, on continue de le garder dans l'école. Mais je me dis, mais qu'adviendra-t-il des autres là qui sont toujours en permanence? On ne les garde pas, on ne les garde pas. Ils sont effectivement exclus. Mais le problème, c'est que Non, ils sont exclus définitivement, même il y en a qui sont, une fois, comme le monsieur disait, on t'exclut. Parce qu'il y a des preuves. En fait. Il y a les preuves, mais le souci, c'est que il faut maintenant veiller à ce que celui qui est exclu, voilà. Qui doit veiller finalement? Qu'on puisse pour le cas du Gabon, qui doit veiller? Pour le cas du Gabon ou encore pour le cas du Cameroun, parce que l'élément qu'on a regardé, c'était le Cameroun. L'État qui prend ce genre de décision, ces mesures draconiennes à l'endroit des enfants qui consomment des drogues, c'est ce même État qui, quelque part, a des limites. Ce sont ces mêmes États qui ont échoué quelque part. Parce qu'avant de mettre en place ce type de mesures, comment on fait pour accompagner ces enfants qui ont l'âge parfois de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que l'État a mis en place des structures de reconversion? Il a raté, Madame Messa parlait comment on appelle, des centres professionnels. Celui-là, est-ce qu'on peut le récupérer au centre professionnel? Si oui, quand il sort de la classe de 3e ou de 4e, il est exclu parce qu'il vend des stupéfiants. On le met où? Est-ce qu'il va à la maison pour devenir délinquant? Et quelle est la collaboration avec les parents? Avec les parents, sans oublier que justement l'État doit garantir la sécurité des enfants. Et moi je voudrais dire... L'État a pour mission de planifier, l'État a pour mission de prévoir. Et je voudrais te dire qu'un adolescent de 15 ans, nos enfants de 15 ans, de 14 ans, sont dans une période où ils ont vraiment... C'est l'erreur qu'on commet, mais ils ont besoin de nous tous. De l'école, des parents, de tout adulte. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. L'adolescence, c'est une période... C'est une période... Très sensible. Hein? Très sensible. Ça veut dire que si... Vous savez, quand vous écoutez un élève de 20 ans, de 21 et de 22 ans, qui vous parle de sa période d'adolescence, moi, en tant que psychologue, je me dis, waouh, il faut que je sois patiente. Voilà. Nous allons poursuivre avec notre débat, Mireille. Et cette fois-ci, on va parler de la situation d'autres enfants d'Afrique, notamment les enfants du G5 Sahel. Vous savez, avec toute la crise qui sévit dans le G5 Sahel aujourd'hui, l'actualité, c'est que les élèves sont abandonnés. Il y a plus de 1000 écoles fermées au Burkina, au Mali et même au Tchad du fait de la menace djihadiste. Et nous allons regarder ce que les autorités du G5 Sahel font pour améliorer la situation de l'école dans cette zone de l'Afrique. Pour mieux lutter contre le terrorisme et le radicalisme dans la région du G5 Sahel, l'Agence des États-Unis pour le développement international, par le biais de son programme d'appui à la consolidation de l'éducation dans le nord du Mali, a mis en place 35 centres de formation d'éducation de base. Ces centres de formation sont situés dans les régions de Gao et de Manéka. Les centres dispensent des cours d'éducation de base, de lecture, d'écriture, de mathématiques, de vivre ensemble et des formations dans l'entrepreneuriat. Ils accueillent près de 1500 jeunes déscolarisés et non scolarisés âgés de 15 à 25 ans. Selon les initiateurs du projet, les centres vont également offrir des formations professionnelles pour les femmes afin de les rendre autonomes pour qu'elles améliorent leurs revenus et leur quotidien. Le programme contribue à susciter l'engagement de la jeunesse à travers la conception et la réalisation de projets de services communautaires, à développer des activités lucratives pour les jeunes, à soutenir les adultes dans des projets de haute valeur ajoutée ayant un impact dans la société. L'initiative américaine, dans ces régions en crise du Mali, résoudre la question de l'accès à l'éducation de base qui est une véritable préoccupation pour les pays du G5 Sahel. Voilà, Madame Essa, Ruchi, Mireille, nous étions là dans le G5 Sahel. C'est 5 pays, comme on le sait, le Burkina, le Mali, le Tchad, la Mauritanie. Et avec la menace djihadiste, il y a un véritable défi là-bas. L'accès à l'éducation pose problème depuis pratiquement 4 ans avec cette situation de crise et de tension. C'est difficile. Mais là-bas, quand même, comparé à ce qui se passe au Gabon et au Cameroun, on voit que les autorités, les présidents de ces États-là,
se battent pour la mise en place des structures d'accompagnement pour que ces élèves victimes de ces conflits-là ne soient pas totalement abandonnés. C'est une initiative louable. Oui. Surtout lorsqu'on parle de centres de formation, d'éducation de base, je pense que c'est carrément ça, la base de l'éducation pour Madame Mexinessa qui est dans effectivement, je me réjouis pour l'élément. Je me suis intéressée un peu à ces 5 pays. Et le problème, il est vraiment sur le plan sécuritaire. Oui. Parce que si c'était juste sur le plan du développement, je pense que déjà avec ce genre d'initiative, ils auraient fait mieux. Mais c'est déjà louable de penser à l'éducation, de penser à donner les rudiments de base. On va dire la lecture et l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est vraiment bien. C'est une très bonne chose que de penser ici, mais c'est dommage parce que il y a des inégalités, parce qu'il y a certaines régions qui sont assez stables, où certains évoluent. Pour d'autres, ce sont des inégalités, on va dire des accidents. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le pays, ce sont des groupes qui sont un danger pour les écoles. Mais on croise les doigts, c'est depuis 2014, date de, je crois en février, qu'on a créé ce regroupement des 5 pays pour pouvoir réfléchir ensemble comment on peut scolariser nos enfants, qu'est-ce qu'il faut leur donner. C'est une très bonne chose, mais au niveau de notre pays, nous avions aussi ce projet où il a été effectif, c'est celui des cases d'écoute. Oui. On en avait à Québec. Oui, c'était une réalité à une certaine époque. Dans certaines localités à l'intérieur du pays aussi. C'était des centres aussi d'alphabétisation qui ont d'ailleurs aidé les plus âgés aussi, parce qu'il y avait quand même moi, ma grand-mère, une famille de certain âge, quand même allait souvent sur les cours. Il y a une de mes connaissances aussi que j'ai encouragée. Donc, c'est une très bonne chose. Et je pense que ça va suivre. Ne serait-ce que pour la lecture, savoir lire et écrire, c'est déjà les rudiments de base. Comme ce sont des pays à fort caractère économique, de commerce, donc savoir déjà calculer, lire, compter, c'est déjà la base même de la culture au niveau du Sahel. Puisque ce sont des pays où il faut faire du commerce. Je pense qu'ils auront cette base-là de pouvoir être autonomes sur le plan social. On a relevé également dans cet élément, Richie, Mireille, on a relevé également que ces formations-là s'adressent également aux femmes pour les rendre autonomes, pour les autonomiser, afin qu'elles soient économiquement stables, pour pouvoir par la suite prendre le relais des familles, éduquer leurs filles. Parce que les filles dans cette région du G5 Sahel, notamment celles qui vivent dans les zones rurales, sont beaucoup plus confrontées au problème de mariage précoce. Et ce projet-là qui s'adresse aux femmes, je trouve que c'est quand même une bonne initiative. Parce que le taux de scolarisation de la jeune fille dans le G5 Sahel pose également problème. Très bonne initiative, je rejoins en disant que c'est une très bonne initiative. Et on peut remarquer, observer, donc comprendre que les défis en termes d'éducation varient en fonction des régions, chacun avec ses réalités. Au Cameroun, il y a la question des stupéfiants, c'est d'ailleurs le cas ici. Là-bas, on parle de terrorisme en fait. Donc, ce qu'on trouve comme mécanisme et que l'on devrait pouvoir adopter en fonction des régions, c'est tenir compte d'abord des réalités du moment. C'est clair que si un enfant ne va pas à l'école, il va facilement transiter de l'autre côté, il va porter une arme et aller causer les dégâts que l'on observe, qui sont déplorables d'ailleurs à travers certains pays du continent. Et c'est la même chose pour la fille. Plus elle est vulnérable, plus elle n'a aucune activité, plus elle est exposée et livrée donc aux mains de ces hommes-là qui en font ce qu'ils veulent. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est très bien, c'est louable, mais c'est chacun en fonction de ses réalités. Ici, c'est beaucoup plus l'insécurité, la consommation des stupéfiants par nos enfants. Parce que, pour revenir dessus, lorsqu'un enfant a pris un comprimé, dont je n'ai même pas envie de citer le nom ici, il est très réactif, très violent. Il est agressif. Il est agressif. Au lycée Lombard, d'aucuns en sont morts. Aujourd'hui, le phénomène des armes blanches, au point où, justement, dans le cadre des défis, des parents ont décidé eux-mêmes de mettre en place une sécurité dont ils sont les employeurs, on va dire. C'est eux qui payent
pour que leurs enfants soient désormais en sécurité quand ils sont à l'école. Donc, c'est dans cette chaîne de défi-là également que chacun essaie, autant que faire se peut, d'apporter sa contribution et en fonction des réalités. Voilà, pour revenir au G5 Sahel, il faut dire que les jeunes filles qui sont les épouses de demain sont pour bon nombre d'entre elles des femmes au foyer, donc ils s'occupent de leurs enfants et justement pouvoir avoir accès à l'éducation de base et pouvoir aussi comme ça suivre les tout petits, suivre leurs enfants, même si ce sont des garçons, pouvoir suivre et pouvoir améliorer leur comment dirais-je, leur éducation, parce que les devoirs, parce qu'on parlait de suivre les enfants, parce que ça aussi c'est le suivi à la maison, suivre les enfants, pouvoir faire les devoirs, c'est important. Et même dans certains pays, comme en Afrique centrale, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais certains parents ne peuvent pas suivre les enfants à la maison, parce que tout simplement aussi, certains n'ont pas cette éducation de base. Certains sont analphabètes. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être l'honneur ou l'orgueil qui est là de ne pas dire je ne peux pas suivre mon enfant à la maison parce que je n'ai pas les bases. En général, c'est le plus âgé, quand il arrive à une certaine classe, qui s'occupe du plus petit. Et parfois lui-même il est occupé. Mais c'est un leurre et c'est une honte. Je le dis bien et je le regarde certainement dans les yeux à ces parents-là en disant que c'est une honte de penser que parce qu'on a atteint un certain âge, on n'a plus le droit d'apprendre. Je suis désolée. La vie nous enseigne tous les jours. Et par conséquent, on doit pouvoir se recycler pour s'arrimer justement au contexte du moment. Je ne sais pas lire. Il existe des structures pour accueillir les adultes, A, B, C, D. Mais moi, j'ai assisté à une scène où un enfant demandait à son parent de déchiffrer. Il dit non, j'ai mal aux yeux. Et le prétexte qu'il trouvait à chaque fois, c'était de dire « j'ai mal aux yeux ». Non, mais plutôt que d'avoir mal aux yeux, tu es désormais conscient des réalités. Va chercher à apprendre. Tout à fait. Et je reste convaincue de ce qu'on peut harmoniser pour dire à l'enfant « bon, moi je pousse à gauche, tu ramènes à droite et puis on va faire un assemblage pour évoluer ensemble ». Donc là, va naître une passion. Et dans cette passion, on va se former mutuellement et il y aura l'envie donc d'aller de l'avant. Et l'enfant sera conscient des réalités. On va évoluer. Nathalie, je voulais revenir sur la volonté politique, les décisions. Là, en ce moment, hier déjà, on en parlait au bureau, c'est la question réelle de l'insécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les stratégies? Je pense que nous ne devons pas perdre de vue, là, nous qui sommes dans les établissements, comment gérer ces élèves? Quelles sont les décisions à prendre? À un moment donné, il va falloir que l'État soit dur. Comme on a vu pour le cas du Cameroun, certes, c'est les enfants il faut se débarrasser qu'on va mettre dehors. Mais il y a une question aussi, et là je vais rejoindre Richie, c'est quand un élève quitte chez lui avec des stupéfiants, est-ce qu'il est dans un état d'être un élève? Parce qu'on ne peut pas être élève, vendre des stupéfiants, et beaucoup d'entre eux ont leurs parents, et parfois des familles, on va dire, bien prolétaires, aisés aussi. Ouais. Donc il y a cette question, il y a l'État doit être dur désormais au Gabon. Je pense que la question de l'insécurité, les vices, l'alcool, le milieu scolaire, cette année, il faut que l'État soit dur. Voilà. Parce qu'il y a d'autres, je vais terminer, il y a d'autres contours. Vous trouvez votre enfant au commissariat parce que l'établissement a payé, le parent va pleurer, négocier, il va payer, tout ça. C'est vraiment difficile de lutter contre l'insécurité dans notre pays. Et puis avant de nous séparer, Mireille, on a le meilleur enseignant du monde, Peter Tabichi, et vous nous avez prévu un élément pour en parler. Oui, bien sûr, c'est vrai que son dévouement force le respect. C'est en mars dernier, c'était le 24 mars, qu'il a été récompensé par la Fondation Barclay. Donc on va suivre l'élément. Elle a été récemment reçue par Donald Trump aux États-Unis. C'est notre coup de cœur. C'était en mars 2019, Peter Tabichi a été élu meilleur enseignant du monde. Cet enseignant des sciences et des mathématiques de la région de Nakuru au Kenya vient d'être reçu par le président américain Donald Trump en début de cette semaine. Peter Tabichi est en tournée aux États-Unis pour assister au Congrès américain des franciscains pour la paix. Le jeune enseignant du Kenya va également faire une brève déclaration à l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte à New York. Nul doute que ce dernier ne manquera pas de faire un plaidoyer en faveur de l'éducation sur le continent africain.
Le lauréat du prix mondial du meilleur enseignant 2019 continue de faire parler de lui et de ses actions positives en faveur des élèves de sa région située à 188 km au nord-ouest du Kenya, région de Nakuru. Le président américain s'est dit satisfait des résultats positifs de cet enseignant sur ses élèves. Peter est revenu sur les conditions de vie des enseignants de sa région avec les difficultés et notamment les effectifs pléthoriques des salles de classe de 70 à 80 élèves, un lycée public qui a un effectif de 400 élèves pour seulement 7 enseignants dévoués. Ce qui le qualifie, son dévouement et son amour pour le travail. Amoureux des sciences, il avoue exercer son métier avec abnégation. Peter Tabichi est devenu célèbre à l'issue du concours international dont l'initiative émane de l'Arabie Saoudite qui récompense chaque année des enseignants du monde entier pour le travail et surtout les résultats sur les apprenants et la société tout entière. Pour le cas précis de Peter, la différence a été faite à travers les nombreux témoignages recueillis par les parents et autres élèves de la région de Nakuru au nord-ouest du Kenya pour son travail abattu. Les défis restent énormes, a-t-il ajouté, et beaucoup d'enfants n'ont pas accès aux études du fait de la pauvreté et du manque de soutien. Peter ajoute qu'il se dévoue à ses élèves parce que lui-même a traversé ces difficultés pendant sa jeunesse. Il souhaite donner la chance de réussir à d'autres enfants afin de les aider dans la vie active. Alors justement, là on voit Peter Tabichi qui a vécu ces mêmes réalités, parlant de la pauvreté lorsqu'il était enfant. Et il est de l'ordre franciscain, alors on les appelle également aussi les frères mineurs. Et justement, cet ordre franciscain a une particularité, c'est-à-dire à l'imitation du Christ, ils vivent d'une grande pauvreté, évangélique notamment. Et donc, déjà par son ordre, en étant franciscain, il sait c'est quoi la pauvreté. Et en plus, lorsqu'il était jeune, il a vraiment vécu dans la pauvreté. Et aujourd'hui, il essaie justement comme ça d'aider tous ces enfants qui vivent dans la pauvreté. Il donne une bonne partie de son salaire. Il est vraiment dévoué à tous ces enfants de cette zone-là. Et c'est très encourageant. C'est pourquoi il est notre coup de cœur de ce soir. Voilà, on a regardé, Madame Issa, Richie, on a regardé cet enseignant dévoué, cet enseignant qui est un modèle aujourd'hui pour le monde entier. C'est un enseignant inspirant, c'est un enseignant qui devrait inspirer tous les autres enseignants du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ces enseignants-là qui travaillent par amour, par vocation, qui sont dévoués par abnégation. Madame Issa, vous êtes dans le milieu scolaire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui aiment bien leur travail, mais ces qualités qu'on a vues avec Peter Tabichi sont aujourd'hui de plus en plus rares. Il y a une citation à tout Seigneur, tout Il nous reste quelques minutes. Nous sommes en train de conclure là. Je me dis que il a deux forces. La première, c'est Dieu. Parce que quand Dieu siège dans le cœur d'un individu, tout le reste vient. La deuxième, c'est la sensibilité. Je pense qu'on en a un peu parlé. Être sensible. Il a d'abord Dieu, c'est sa force. Dommage, l'élément n'a pas souligné qu'il avait d'abord prié. J'aurais aimé qu'il le fasse parce qu'il faut rendre à Dieu ce qu'il a lu. C'est grâce à Dieu qui maintient son amour pour son prochain. Donc, voici un Africain, du Kélion 2, qui est dans un lycée public avec effectif pléthorique comme chez nous, qui met 80% de son salaire pour aider, parce que ça revient à ce qu'on disait, l'élève qui va être exclu, quand tu l'écoutes, tu te rends compte qu'il ne peut pas payer son taxi. Mais combien d'enseignants prennent d'abord le temps d'écouter avant d'agir? Est-ce que vous voyez ça? En fait, ça nous interpelle. Moi, je suis sûre que Peter, il a écouté, il a observé. Et il a vécu. J'ai une de ces citations-là, on va dire ça, ce qu'il disait, que ce qui me motive, c'est que j'ai aussi vécu un certain nombre de défis quand j'étais en pleine adolescence. Je ne veux pas que mes élèves vivent ce que j'ai vécu. Il a l'expérience et il veut éviter un certain nombre de choses à nos enfants. J'ai l'habitude de dire que si j'ai été prostituée, ou une femme a été prostituée,
en réalité, la Ces enfants sorcière, ne c'est devraient celle qui pas, veut voilà. répertorier Cela à la ses prostitution chez sa fille. Ouais. Ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, on aimerait que notre élève, notre enfant ne passe pas par là. Même s'il peut passer, mais on enlève déjà des brèches. Donc Peter, évidemment, c'est le cœur et c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui élève les hommes. Voilà. Si vous voyez son attitude, c'est un homme Très humble. Très humble, oui. ouais. Richie, pour conclure? Eh bien, pour conclure, je signe et persiste, c'est chaque maillon de cette chaîne qui devrait prendre conscience. On a l'exemple de cet enseignant kényan, mais ils sont combien qui arrivent souvent de mauvaise humeur à l'école, qui n'hésitent pas de déchirer un livre mal tenu par un enfant qui est en quête d'apprentissage, qui n'hésite pas Ils mettent des d'injurier notes 0 et tout ça. sans quoi que ce soit, qui évoluent chaque jour en fonction de leurs humeurs. Alors qu'en réalité, on devait pouvoir laisser ces problèmes de la maison au seuil de la porte quand on arrive au travail ou à l'école. Et les reprendre quand on s'en va. Surtout les Et laisser enseignantes les femmes. hein. aspects liés au travail Les dehors quand enseignantes on arrive femmes, à la c'est maison. grave, hein. Donc c'est compliqué. Et c'est tout ce mélange-là mélange, oui. qui fait que le système éducatif, donc l'éducation de l'enfant, connaissent tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui. L'enseignant constamment de mauvaise humeur, la tête de l'enfant ne me plaît pas, son nom rappelle un souvenir bizarre, il veut s'acharner pour des raisons qu'on ignore sur un enfant. Ouais. La fille qui estime que je suis assez jolie, il suffit de séduire l'enseignant pour que je puisse obtenir ce que je veux. Donc on verse dans la facilité. Tout à fait. Les parents submergés par les questions économiques et sociales en quête de moyens pour répondre aux besoins à la maison. Mais c'est tellement compliqué que dans cet univers-là, tout le monde presque est perdu. Mais je pense qu'en se tenant la main, donc en ayant des liens et des rapports directs en permanence, enfants, parents, enseignants, personnel d'encadrement et même les dirigeants, on peut en sortir. C'est une question de prise de conscience personnelle et de conscience collective en fait. On constate, on trouve des voies et moyens et la solution, peut-être pas aussi facilement, mais progressivement, on aspirera à arriver vers le meilleur. Mireille? Je pense que c'est vrai qu'avec la rentrée scolaire, il y a beaucoup de défis. Les défis sont à tous les niveaux. Il y a plusieurs défis, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de nous, parents, et puis également au niveau des enfants. Et c'est une période assez, à la fois difficile pour tout le monde, pour les parents aussi, surtout pour les parents, parce que sur le plan financier, ça creuse quelque peu la bourse de la famille. Voilà, nous sommes donc au terme de ce numéro de Entre elles. Le thème aujourd'hui, c'était rentrée des classes et défis sur le continent africain. Nous demandons donc à tous les parents et à tous les élèves de s'impliquer pleinement pour cette année scolaire qui commence 2019-2020 afin que l'Afrique soit toujours gagnante, afin qu'on ait des élèves performants, des élèves compétitifs et que nos autorités puissent être fiers de vous les élèves et de nous les parents. Bonne soirée.